portée par les autorités. Et les autorités actuelles du pays, avec ce que nous avons connu récemment, renouvellent d'une certaine manière ou réaffirment cette volonté souveraine utile de rappeler cette phrase ou ce positionnement du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors du dernier Conseil des ministres. Mais de quoi il s'agit? De quoi il s'agit lorsqu'on parle de souveraineté et surtout à l'aune du financement? Qu'est-ce que cela pose comme défi? Qu'est-ce que cela pose comme opportunité? C'est ça à cela que je voudrais partager avec vous. Mais en commençant par une conviction. Cette conviction, c'est que la recherche scientifique doit contribuer à promouvoir les connaissances nécessaires pour comprendre et anticiper l'ensemble des enjeux de développement durable et proposer des solutions fondées sur la science. Des solutions fondées sur la science, ça veut dire que dans l'élaboration des politiques publiques, il y a cette idée de se baser sur des évidences. Et ces évidences, c'est la science qui les produit. Qu'elles soient des sciences dites exactes, qu'elles soient des sciences dites humaines ou humanistes, l'idée, c'est que chaque action politique qui soit posée soit inspirée de la science, soit basée sur ces évidences-là. Et ces évidences qui les produisent, bien évidemment, ce sont les scientifiques. Et on ne peut pas donc parler du financement sans revenir sur qui sont nos scientifiques ou comment finalement tout cela tient. Il y a quelque chose d'assez intéressant de voir, et je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous peut reprendre son histoire de pourquoi il ou elle a voulu embrasser la science et quelles sont les raisons qui l'ont poussé à continuer cette carrière-là, puisqu'il y a d'autres opportunités qui s'offrent ou qui pourraient s'offrir à nous et qui ne soient pas fondamentalement la recherche. Mais d'une manière générale, faire de la recherche, son activité principale, relève parfois d'une opportunité dans la carrière. Nous avons fait un doctorat, nous avons candidaté à un poste et nous avons été recrutés. Donc, c'est une opportunité. Mais parfois, derrière cette opportunité, c'est aussi vouloir être utile à sa communauté et au monde entier. Et je vois derrière ce réseau que vous constituez une opportunité aussi d'être utile à vos communautés, bien que pour certains, vous pouvez être en dehors du territoire, puisque la recherche n'a pas de frontières, d'une certaine manière, on est appelé à être utile à sa communauté. Le troisième élément, c'est sans doute vouloir trouver des réponses à ces questionnements. Par essence, le chercheur, il est curieux. Le chercheur, il veut comprendre, il veut connaître. Et parfois, pour pouvoir connaître, il faut des ressources. On en revient toujours au financement. Et donc, pour plusieurs d'entre nous, vouloir être utile à sa communauté ou trouver des réponses à ces questionnements, pour plusieurs d'entre nous, cette recherche est d'abord à considérer comme une des dimensions de la construction de la carrière académique. Qu'elle soit à l'université, comme c'est mon cas, que ce soit dans des instituts comme Pasteur pour ce qui est de M. Lo, ou pour d'autres, il y a ici une idée de carrière scientifique. Une recherche pour un avancement dans les grades académiques, parfois, puisque, comme vous le savez, nous commençons par assistant, maître de conf et professeur, donc différents grades, et pour passer d'un grade à l'autre, il faut avoir fait de la recherche, produire de la science. La recherche peut être aussi pensée comme une réponse aux besoins de la société, et dans cette réponse aux besoins de la société, il y a là une dimension de la souveraineté sur laquelle je pourrais évidemment revenir. Dans ce cas, la recherche, doit être visible et rendue visible. Si une recherche n'est pas visible ou rendue visible, elle peut difficilement répondre aux besoins de la société, puisque là, on est dans une autre dimension de la recherche qui est celle de la dimension applicable. Donc, ceci permet à ce que d'autres parties prenantes puissent se saisir des produits de la recherche pour les mettre en œuvre. Par exemple, le monde de l'entreprise a besoin de la recherche pour pouvoir produire. Si je prends le monde pharmaceutique, il faut des biologistes, des chimistes qui produisent un certain nombre de connaissances pour qu'on puisse traduire ces connaissances en objet utile et en produit. On l'a tous connu autour de Covid, quand
ça s'est posé, l'enjeu de la recherche, notamment pour produire un vaccin. Et on a vu toute la bataille qu'il y avait autour des vaccins et de la vaccination autour, par exemple, de Covid. Donc, il faut aussi préciser que pour le Sénégal et au Sénégal, la recherche universitaire est faiblement structurée. Là, c'est aussi une des difficultés que rencontre le système public de recherche, difficulté évidemment qui n'est pas propre qu'au Sénégal, mais qu'on peut aussi rencontrer dans d'autres pays du Sahel notamment. Au Sénégal, et c'est là où je veux aussi en venir, il y a un potentiel. Mais un potentiel de chercheurs et de recherche qui, malheureusement, est peu visible, malgré une augmentation de la production scientifique. Je vous présente ici un graphique issu d'un programme de recherche que nous avions mené avec d'autres collègues au niveau de 6 pays du Sahel. Et on voit nettement le Sénégal se détacher parmi les pays du Sahel qui produisent le plus. Évidemment, avec une disparité selon les disciplines, au Sénégal, la production scientifique est plus importante dans les sciences médicales et paramédicales comparativement à d'autres sciences. Ça veut dire que sur l'ensemble de la production scientifique, il y a effectivement des inégalités disciplinaires, mais mis bout à bout, le Sénégal a une production qui est quand même respectable au regard du contexte qui est le nôtre et au regard de l'espace dans lequel nous nous situons, à savoir le Sahel. Et donc, ceci dit, cette progression cache aussi des dualités ou des difficultés liées à la production de la science elle-même, dualité entre des universitaires et des chercheurs. Et on peut voir donc que d'une manière générale, au Sénégal, le statut de chercheur n'est pas très connu et reconnu. Quand je dis chercheur ici, je pense à nos collègues qui sont dans les instituts de recherche, comme ça peut être à l'ITA ou à l'ISRA, l'ITA, l'Institut de technologie alimentaire, ou l'Institut sénégalais de recherche agronomique, ou encore le Centre de suivi écologique, qui ont un statut de chercheur, recrutés comme chercheurs. Et quand on constate les carrières, quand on constate la reconnaissance, ce statut est malheureusement, j'ai envie de dire, très peu valorisé. Le chercheur est même faiblement valorisé comparativement à l'universitaire, comme je dis. Et pour autant, quand on va parler de souveraineté, quand on va parler d'autonomie, ces domaines de production de la science sont très importants. Si on prend aujourd'hui le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, on parle de souveraineté alimentaire, mais la recherche en agronomie est beaucoup portée par des collègues qui sont à l'ISRA, bien sûr aussi par des collègues universitaires, notamment à l'université Cheikh Anta Diop, ceux qui sont au département de biologie animale et végétale, et de même qu'au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ou de l'université de Bambey ou encore à Saint-Sec, puisque nous avons un département d'agroforesterie. Donc, vous voyez bien que ici, il y a à la fois l'enjeu, comme je disais tantôt, de l'autonomie, mais qui va aussi s'expliquer par les ressources que l'État, les institutions vont mettre en place pour la recherche et pour les chercheurs. La difficulté principale ici, c'est d'abord au niveau de la structuration de la recherche qui est d'une certaine manière liée un peu à la forme avec laquelle les chercheurs sont impliqués dans les structures de recherche. La recherche est même faiblement valorisée. Les universitaires ont une meilleure reconnaissance, ça je l'ai déjà dit et insisté dessus. Et la difficulté au niveau de l'autonomie, ici, il faut la voir à 3 niveaux tout au moins. D'abord, une difficulté administrative relative aux tutelles. Tout à l'heure, quand j'évoquais l'ISRA, l'Institut sénégalais de la recherche agronomique, l'ISRA dépend du ministère de l'Agriculture. L'ITA, l'Institut de technologie alimentaire, dépend de notre ministère, celui de l'industrie. Et vous voyez que là, la tutelle n'étant pas celle de la recherche et de l'innovation, il peut y arriver, et il arrive, qu'il y ait des difficultés dans la coordination des activités de recherche, dans la synergie
autour de la recherche et autour des chercheurs. Une autre difficulté qui est idéologique parce qu'il faut penser la recherche de façon autonome, c'est-à-dire que les outils que nous utilisons pour faire de la recherche, bien qu'il y ait une dimension universelle, mais il y a à un moment donné un effort de rupture épistémologique, j'ai envie de dire, entre certains modèles qui peut-être, dans certains cas, peuvent ne pas être opératoires pour prendre en charge certains enjeux de développement dans nos pays. Et évidemment, il y a l'enjeu financier. Et cet enjeu financier qui, au final, qu'elle soit effectivement disciplinaire ou scientifique, cet enjeu financier va impacter la manière avec laquelle les chercheurs construisent leur carrière, notamment dans la mobilisation des ressources, mais aussi construisent leur carrière dans les institutions dans lesquelles ils et elles sont plutôt insérés. Alors donc, qu'elle soit disciplinaire, la recherche reste encore éclatée à travers plusieurs ministères. Elle est aussi caractérisée par cette dualité entre université, mais aussi entre instituts de recherche. Et quand on voit cet éclatement, on remarque aussi l'absence de mécanismes qui intègrent justement la coordination et la mutualisation. Nous avons au Sénégal un certain nombre de chercheurs, si je reste qu'à l'université Cheikh Anta Diop, pas moins de 2000 chercheurs, mais qui sont répartis dans des espaces au point de ne pas pouvoir suffisamment valoriser la production scientifique de l'université Cheikh Anta Diop, quand bien même qu'elle est classée comme étant la plus performante des universités francophones de l'Afrique de l'Ouest, sans doute par l'histoire, mais aussi et surtout par la production scientifique. Et donc, parfois, en l'évoquant, c'est aussi pour le regretter. Regretter que la valorisation de la recherche ne conduise pas forcément à ce que cette recherche produise d'autres effets, puisqu'on parle d'autonomisation, l'autonomisation doit aller jusqu'à la production et de la production de la science, la production scientifique et les effets de cette production. Donc, on voit ici que les valorisations dont il est question, le plus souvent pour le chercheur universitaire, c'est justement valorisé dans la reconnaissance académique et par les publications. Alors que le plus souvent pour les instituts, c'est comment aussi que cette valorisation doit conduire à améliorer les situations économiques. Alors, ça ne veut pas dire aussi que les publications ne devraient pas être pensées comme ça. Mais à ce niveau-là, il y a souvent une rupture dans la continuité de ce que doit être la recherche, de mon point de vue, bien entendu. Ça veut dire que cette recherche qui puisse être utile, qu'elle puisse servir à prendre en charge des besoins réels de développement de nos pays. Alors, si on en vient au financement, ce nœud central, d'abord, première des choses qu'on peut se rendre compte, c'est la nature des financements. Si on reste sur la nature des financements, on se rend compte d'abord que le financement de la recherche est assuré par trois sources. On a trois sources de financement. Le financement public, porté par l'État, le financement public extérieur, c'est la coopération bilatérale ou multilatérale, celle portée par des institutions internationales, comme la Banque mondiale, le PNUD par exemple, et le financement privé. Ce financement privé qui reste assez marginal, bien qu'il soit assez difficile de mesurer dans le contexte du Sénégal, à l'absence de chiffres tangibles, d'identifier et de mesurer la singularité du financement de la recherche. Il est avéré que le financement privé est quasiment inexistant, c'est-à-dire le financement porté par les entreprises en direction des instituts de recherche, et les industries locales productives semblent à la fois mépriser, d'autre côté ignorer la recherche nationale, ou tout au moins les bénéfices comparatifs et compétitifs qui, d'une certaine manière, pourraient en découler. Il n'est donc pas étonnant, d'une certaine manière, que leur implication dans l'effort de financement soit faible. Il faut espérer ici qu'avec les fonctions de service qui sont aujourd'hui une réalité dans les universités, que les fonctions de service puissent être à la fois une source alternative de financement, mais aussi l'occasion
pour que les chercheurs dans les universités soient plus en lien avec le monde social. Alors, si j'en viens au financement public, le financement public représente près de 1% du PIB. Si vous, comme vous le savez très certainement, il est recommandé que le minimum, selon les conférences, c'était d'avoir 1% du PIB qui soit injecté dans la recherche. Au Sénégal, nous n'en sommes pas encore, bien que l'État s'investit dans le financement de programmes de recherche auxquels il accorde près d'1%, comme je le disais, de financement. La politique de recherche, ici, avec un fonds particulier qui est le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, et qui a pour but, ici, d'accélérer la croissance à travers 6 domaines identifiés comme étant des domaines prioritaires. Et vous voyez, parmi les domaines prioritaires, il y a l'agriculture, alors qu'au même moment, l'Institut qui se charge essentiellement de la recherche dans le domaine agricole ne dispose pas suffisamment de chercheurs d'abord et de ressources pour prendre en charge cette question de l'autonomie, par exemple, de la souveraineté alimentaire, qui passe aussi par comment pouvons-nous produire plus et produire mieux. Une des difficultés du FIRST, c'est finalement d'avoir des processus assez complexes qui entraînent des lenteurs administratives. C'est-à-dire qu'on peut être bénéficiaire plutôt du FIRST, mais ne pas disposer des ressources à temps pour pouvoir conduire sa recherche, ce qui pose une difficulté quant à la conduite justement de la recherche. On peut avoir aussi parallèlement au FIRST d'autres types de financements qui vont découler de conventions. Hein, ici, je pense au Centre de recherche océanographique de Dakar-Tiaroy-sur-Mer. Ce centre est financé grâce aux bénéfices de compensation des accords de pêche signés par l'État avec ses partenaires. Alors, c'est un mode de financement qui représentait jusqu'en 2005 près de 80% de son budget, ce qui est pas mal. Mais là aussi, une des difficultés va résider dans l'unicité des caisses de l'État, dans lequel les budgets sont gérés directement par la trésorerie publique et posent, entre autres difficultés, des problèmes de décaissement ou de mobilisation des fonds à temps réel. Alors, pour faire face à ces difficultés, le Sénégal, depuis 2013, va créer la Direction générale de la recherche et de l'innovation qui, au sein du ministère en charge de la recherche et de l'innovation, devrait pallier ce manque d'orientation et de coordination et en même temps promouvoir un engagement supérieur et une recherche de qualité, notamment dans les domaines des STEAM et aussi au service du développement. Cette DGRI, la Direction générale de la recherche, va porter le plaidoyer et dans certains cas, organiser le financement de la recherche. Ici, j'entends la recherche publique. Et au même moment, dans les universités publiques, la part de financement accordée à la recherche est faible, même si effectivement on voit des efforts au niveau des unités de formation et de recherche ou des facultés, et même au niveau des rectorats. Donc, dans les universités, l'idée ici est d'apporter une contribution d'abord aux revues scientifiques, qui sont des espaces de production de la science ou de valorisation, en tout cas de la science, et ces revues sont souvent créées et portées par les enseignants. Et on voit aussi parallèlement que la politique des établissements est souvent défaillante quant à la manière de protéger la partie du budget. C'est-à-dire que l'ensemble des ressources sont mises dans un même pot et la priorité est souvent donnée au traitement salarial et moins aux conditions de la recherche et aux recherches elles-mêmes. Donc, même si on a une inscription budgétaire d'un certain montant pour la recherche, ce montant arrive difficilement aux chercheurs dans la manière, dans l'exercice même de la recherche. Les salaires sont payés, ce qui est aussi une dimension du financement de la recherche, ne l'oublions pas, quand nous recrutons un chercheur, son salaire fait partie des éléments ou des intrants de la recherche. Mais ici, j'insistais sur
le fait que les ressources qui sont pour la recherche, j'entends ici par exemple, je suis sociologue, j'ai un financement et je dois aller faire du terrain, de la recherche, de terrain, des enquêtes donc, ben, cette ressource n'est pas disponible et disponible à temps. La source de financement est de loin la plus importante, provient des bailleurs de fonds étrangers. Les fonds proviennent des différents niveaux de coopération et ils sont le plus souvent prépondérantes et ont toujours constitué, pour la plupart, plus de 60%, voire parfois 75% du volume global de financement. Autant dire donc que le financement de la recherche au Sénégal est un financement extérieur. 60 à 75% de cette recherche est financée par effectivement les bailleurs étrangers. Encore une fois, compte non tenu des salaires, bien que dans les financements extérieurs, il peut y arriver qu'il y ait du salaire. Mais là, je parle des moyens pour la recherche. Donc, l'autonomisation de la dynamique de construction du système national de recherche est nettement remise en question et la fameuse orientation, telle que je le rappelais tantôt, de rupture et d'ancrage, depuis les indépendances, repris aujourd'hui dans le processus dans la vision Sénégal 50, cette autonomisation est encore prônée et encore affirmée par le Sénégal depuis donc son indépendance, mais renforcée, comme je dis, c'est forcément entravé. Cette volonté donc est entravée par le déficit qui caractérise sa capacité à les mettre en œuvre. Donc, et un des éléments qui me permet de le dire, c'est la nature et l'orientation des financements. Les priorités de développement ne sont pas financées par les bailleurs. Les secteurs clés ne sont pas le plus souvent finançables par les bailleurs. C'est ce qu'on observe dans l'agriculture, autour de l'autosuffisance alimentaire par exemple. Les priorités de développement sont donc clairement pas financées par les bailleurs. Là, à ce niveau, il y a évidemment un effort national à faire pour prendre en charge ce financement, autant par les structures publiques que par les structures privées, puisque, comme je le rappelais, le financement privé est très, très, très faible. Donc, la question de l'indépendance de la recherche est ainsi posée, tout comme la capacité adaptative du système aux processus à la fois locaux et globaux qui peuvent influencer sa transformation. J'entends ici les processus globaux parce que la recherche au Sénégal ne peut pas s'extraire de toute la dynamique internationale de recherche. Il faut choisir les meilleurs chercheurs, quels qu'ils soient, d'où est-ce qu'ils viennent. Il faut aussi que nous puissions apprendre des uns et des autres. Et la recherche est, de ce point de vue, inscrite dans des dynamiques internationales. Donc, le financement endogène est interpellé, bien entendu. Et ce financement endogène interpellé, ça veut dire que la politique pour la recherche au niveau national se devrait d'être garant de ce financement, garant de ce financement orienté vers les priorités, vers les besoins de nos populations et les besoins identifiés. Donc, financement national des secteurs clés et sans doute sur le long terme. Ce qui porte ainsi à croire que l'État du Sénégal, malgré les efforts consentis, n'arrive pas à résorber le gap du financement de la recherche. Cette situation fait que les enseignants-chercheurs, les chercheurs sont beaucoup plus à l'aise avec le financement extérieur, celui qui vient des bailleurs, parce que ce financement garantit d'une certaine manière de la continuité du financement et même de la disponibilité en termes de respect des temporalités. Je veux aller sur le terrain, j'ai les ressources qui le permettent. Donc, disponibilité, temporalité de la recherche, selon un chronogramme défini, sont effectivement un des points que les chercheurs apprécient. Et la faiblesse du financement ici, national, va impacter l'équipement des laboratoires, d'où les difficultés relatives à la mesure et la disponibilité des données. Je prends exemple, au Sénégal, on avait besoin pour les sciences expérimentales et les sciences dures d'un supercalculateur, puisque la plupart des jeunes collègues allaient faire
des expériences, des analyses dans des laboratoires du Nord. Et ce supercalculateur, le Sénégal l'a acquis difficilement, mais l'a acquis. Mais cette rivalité entre chercheurs fait que le supercalculateur ne fonctionne finalement pas ou fonctionne très peu parce qu'on n'est pas d'accord à qui on l'a confié, on n'est pas d'accord de comment il faut travailler avec les différents acteurs et du coup, ben, on retourne toujours dans ces laboratoires où on avait l'habitude de faire ces analyses et en même temps, les autres laboratoires ne sont pas suffisamment équipés. L'autre faiblesse, c'est aussi dans la maîtrise des protocoles. Je voudrais donner ici deux exemples, notamment sur la question des prélèvements. Quand j'interrogeais très récemment un directeur d'école doctorale en biologie et qui fait du séquençage génomique, mais il explique que pour certaines choses, ils sont obligés de prendre des prélèvements humains au Sénégal pour pouvoir faire les analyses dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Mais une fois le prélèvement fait, ben, le chercheur sénégalais et au Sénégal n'a plus la maîtrise de ce qui peut être fait, des résultats. Donc la question des données ici est très importante. Et si vous ne maîtrisez pas les données, ben, vous maîtriserez moins la souveraineté qui est relative à la recherche. Et là encore, c'est une question de financement. Financement qui permet à ce que les équipes puissent avoir les équipements nécessaires, le personnel nécessaire, mais aussi garantir les protocoles. Le deuxième exemple, c'est des prélèvements pareils en biologie végétale. Biologie végétale, nous avons des herbiers et une pléthore de nos graines qui se retrouvent dans d'autres laboratoires qui en font les analyses, l'expertise et même qui deviennent parfois plus experts que les chercheurs qui sont dans nos universités, qui sont dans nos laboratoires. Et là aussi, il y a un risque de souveraineté qui se pose. Et donc, pour rompre cette dépendance, il est nécessaire que le financement soit encore réorienté pour qu'on puisse évidemment pouvoir faire certaines choses localement. Alors, quand je dis de faire certaines choses localement, il ne s'agit bien évidemment pas d'un enfermement sur soi, mais d'une volonté de pouvoir maîtriser d'une certaine manière les protocoles et donc avoir la main sur un certain nombre de choses. Et on le sait, partout, la question du lien entre recherche et société se pose en termes de relation entre la qualité et la pertinence de la recherche. Trop souvent, d'ailleurs, les critères d'évaluation de la recherche sont parfois survalorisés ou survalorisent la publication dans les revues étrangères dites internationales de langue française, difficile parfois d'accès au détriment des usages effectivement et des applications locales. Vous le savez, vous qui êtes dans cette diaspora, on est sur la publication dans des revues indexées, factor N, factor, etc. Et ces revues ne laissent pas souvent de la place à de la production endogène, ça veut dire qu'ils mettent en avant certains sujets et méthodes qui peuvent être adaptables ou dont d'ailleurs les contextes nationaux auraient besoin. Ces critères donc contribuent d'une certaine manière à invisibiliser de facto une partie de la recherche produite sur le continent dont certains travaux davantage contextualisés, voire plus pertinents au regard des enjeux locaux. Et ces travaux ne sont pas forcément issus de partenariats internationaux, ne sont pas forcément publiés en anglais. Et donc, de ce point de vue, ça peut poser quelques difficultés quant à l'autonomie et quant à la manière avec laquelle cette recherche devrait être adaptée au contexte. Et ça m'amène à mon dernier point, celle de l'autonomie et de la souveraineté. Je le disais tantôt, cette autonomie, mais de quoi il s'agit et de quoi on parle quand on parle d'autonomie? Il y a, à mon sens, trois dimensions. La première des dimensions, c'est une dimension politique. Le Sénégal a déjà créé des structures de coordination de la gouvernance de la recherche. Il y a à ce niveau des choses à améliorer, il est vrai, au niveau, par exemple, de la direction générale de la recherche et de l'innovation. Mais cette direction existe. Donc, il y a des structures de coordination. Aujourd'hui, il y a des écoles doctorales
donc des écoles dédiées à la formation par la recherche. Et ça, c'est une dimension politique. Il faut que l'État et ses différents démembrements acceptent et construisent cette recherche tout en mettant le financement de la recherche dont le Sénégal a besoin. Et cette recherche doit être financée et constituer ici l'élément central, si vous voulez, de l'autonomie et de la souveraineté. Donc, ce financement de la recherche que doit porter l'État doit davantage être intégré dans les différentes structures. Et ça passe aussi par le renforcement de la dimension organisationnelle. Tout à l'heure, je parlais de l'émiettement des structures de tutelle notamment, l'émiettement des moyens alloués à la recherche qui, d'une certaine manière, aujourd'hui, reviennent à une certaine remonte, j'ai envie de dire, si on regarde les 5 ou 10 dernières années, il y a eu un financement important, mais on sait aussi que les politiques d'ajustement structurel ou la dévaluation du franc CFA auront posé un coup décisif dans l'amorçage de la politique d'enseignement supérieur, mais également de la recherche. Et à mon sens aussi, dans cette dimension politique, il faut un recentrage politique. Et ça veut dire que ce recentrage doit prendre en compte la définition des cadres, les cadres dans lesquels la recherche doit se faire et sur quoi doit porter la recherche. L'identification des priorités de recherche, puisque, comme je le disais tantôt, certaines priorités de recherche ne seront pas financées par des bailleurs étrangers. Il faut que l'État, en toute souveraineté, accepte, décide, organise ce financement et prenne en charge ces priorités-là. Et parallèlement à cela, il faut que l'État puisse saisir des chercheurs ou alors les chercheurs s'autosaisissent des réalités, des questionnements que porte le politique pour pouvoir y apporter des réponses. Mais cela suppose évidemment que le cadre soit défini en amont. Et enfin, c'est pouvoir mettre à disposition les moyens dont le Sénégal a besoin, dont les États ont besoin pour pouvoir financer leur recherche et conduire cette recherche-là. Et donc, pour finir, pour sauter, hop, j'en étais là, oh, excusez-moi. Et donc, pour finir, la deuxième posture, qui est une posture individuelle, ça veut dire que la construction de la recherche peut répondre à plusieurs impératifs. Cette recherche-là, elle doit nourrir l'enseignement, certes, on l'a dit, répondre à un questionnement, la curiosité dont j'avais fait cas tout à l'heure, mais penser les situations vécues par les populations. Et à partir de ce moment, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit dans lequel le chercheur doit être. Et pour moi, cet état d'esprit, je l'ai appelé la précarité assumée. La précarité assumée, pourquoi? Parce que si on veut être riche d'entrée de jeu par la recherche, ça nous oblige à une certaine compromission sur les choix des thématiques, sur la manière avec laquelle nous allons faire notre recherche et sans doute dans le choix des structures dans lesquelles nous voulons évoluer. Je ne dis pas que le chercheur doit être pauvre, loin de là, mais de dire qu'il faut d'une certaine manière, ce que j'appelle la précarité assumée, être dans nos universités, ce n'est pas forcément là où on gagne le plus, mais il y a véritablement un plaisir, bien sûr, à le faire, mais aussi construire ou participer à produire des évidences sur lesquelles les politiques publiques pourraient se construire. Donc, pour se construire des marges de liberté dans des espaces de contraintes, il faut faire un certain nombre de choix. Les choix sont le plus souvent thématiques, c'est-à-dire comment finalement et sur quoi on décide de travailler. Et je me rappelle quand j'avais décidé personnellement de travailler sur l'enseignement supérieur, la recherche et les innovations comme objet de recherche en thèse, mon directeur de thèse m'avait complètement découragé en me disant, mais si vous travaillez sur le Sénégal, mais vous n'aurez jamais de financement. Et donc, vous allez galérer à faire votre thèse. Et je lui avais répondu à l'époque, mais si je ne fais pas une thèse sur le Sénégal, qui fera la thèse sur le Sénégal? C'est ça que j'appelle d'une certaine manière la précarité assumée. Évidemment, ce fut difficile, mais aujourd'hui, je suis là avec vous et vous parler de science. Donc, c'est ça aussi le choix
des orientations et de la démarche. Et là, il y a des enjeux épistémologiques très importants, notamment dans les sciences humaines et sociales, dans nos domaines disciplinaires, mais c'est aussi le choix de la collaboration, décider avec qui devons-nous collaborer et avec qui nous voulons et nous allons collaborer. Toujours dans cette dimension individuelle, il y a la mise en œuvre, cette mise en œuvre plutôt de ce que moi je propose d'appeler la précarité assumée, laisse à penser que les universitaires et les chercheurs doivent s'impliquer dans la mobilisation des ressources financières. Et l'implication de la mobilisation dans les mobilisations des ressources financières, c'est aussi comment nous sommes en capacité, nous, chercheurs, de montrer à la société, à nos communautés, l'intérêt de ce que nous avons, l'intérêt de ce que nous faisons et dans quelle perspective nous le faisons. Et ça nous invite à avoir une autre posture, celle d'être plus proche de nos communautés, celle d'être en lien avec nos communautés pour mieux saisir leurs besoins et les transformer en questionnement. Et donc, c'est par là aussi qu'on peut mobiliser d'autres sources de financement, comme par exemple les entreprises qui peuvent aussi partager et participer à cet effort collectif de recherche. Dernière dimension, c'est une dimension collective. Il faut des collaborations inter- et extra-institutionnelles. Il faut une structuration pour éviter l'émiettement, puisque aujourd'hui, l'émiettement est une réalité dans le contexte de la recherche. Et pour avoir un financement pérenne, il y a à un moment donné un besoin de recentrage pour que justement ce financement puisse être conséquent, pour qu'on puisse adresser collectivement, ensemble, les besoins, les questionnements de notre communauté. Et c'est comme cela qu'on pourra aussi construire la souveraineté de la recherche. Et enfin, il faut imaginer des modèles économiques alternatifs comme ce que nous sommes en train d'essayer de faire au sein de l'Institut Éducation, Formation, Santé et Genre, qui aujourd'hui s'autofinance par des fonds compétitifs, s'autofinance par les actions en direction des communautés où nous faisons de la recherche-action tout en continuant à faire de la recherche fondamentale. Alors, s'il fallait conclure, je dirais un certain nombre de choses. La première, c'est que cette souveraineté dont on veut et dont on parle, elle ne peut pas se penser en dehors de la qualité. La qualité de la recherche ou l'excellence scientifique doit être le soubassement même d'un des principes de la souveraineté. Et ça passe par un appui financier, nous l'avons dit. Ça passe aussi par une aide à la structuration des laboratoires, des équipes de recherche, la structuration des instances de recherche, la structuration des instances de décision de la recherche. C'est un élément important. Mais ça passe aussi par la construction commune de projets et de programmes qui ne concernent pas simplement des chercheurs qui sont au Sénégal, mais qui peuvent et devraient concerner aussi des chercheurs qui s'intéressent au Sénégal, mais qui sont installés dans d'autres aires géographiques. Mais c'est aussi pouvoir construire ces échanges dans le cadre des mobilités académiques. Je le disais tantôt, la science ne s'enferme pas, elle s'ouvre. Et dans la mobilité, nous pouvons et nous devons construire des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats solides dans lesquels il y a certes du financement, mais on peut, à travers la manière de conduire la recherche, répondre à des besoins spécifiques de nos pays. Au final, donc, le développement d'une recherche souveraine au Sénégal est avant tout une question de gouvernance. Comment on conduit la recherche, comment on encadre les chercheurs, comment on met en place des instances de décision de la recherche. Mais c'est aussi et de façon très importante, une question de financement. Celui qui te prête les yeux t'oblige à regarder quelque part. Ça veut dire que nos pays doivent continuer à faire cet effort de financement, mais c'est aussi un effort humain. Il faut des chercheurs. Le nombre de chercheurs au Sénégal est encore faible. Donc, on espère que d'autres chercheurs de la diaspora ou d'ailleurs viendront renforcer les équipes de recherche parce que cette souveraineté aussi passe par une main-d'œuvre, un capital humain de qualité. Cette recherche doit aussi se construire une identité propre et celle-là, elle doit s'affranchir des ingérences. C'est pourquoi je parlais
d'une précarité assumée. Et le fait de devoir échapper à ces ingérences, ça nous permet davantage de pouvoir structurer et nous inscrire dans des dynamiques collectives. Et donc, en ayant dit tout cela, je peux affirmer avec vous cette idée que finalement la souveraineté de la recherche au Sénégal se construira dans un équilibre. Mais cet équilibre, il faudra le trouver. Il faudra le trouver entre les domaines scientifiques. J'ai parlé tout à l'heure de la dualité entre institut et centre de recherche. Et on aurait pu parler des dualités disciplinaires. Mais il nous faut trouver un équilibre dans ces domaines disciplinaires. Il faut qu'on accepte de travailler à trouver des équilibres entre les lignes budgétaires. Qu'est-ce qui va dans le fonctionnement? Qu'est-ce qui va dans la prise en charge des chercheurs? Mais surtout, qu'est-ce qui va dans la recherche elle-même? Et enfin, un équilibre à trouver entre les structures de recherche. Voilà ce que j'avais prévu de partager avec vous. Je reste encore disponible et disposé pour continuer la discussion avec vous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bravo. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Oui. Je pense que nous sommes vraiment très, très, très ravis de votre intervention, qui est une présentation très, très passionnante. Vous nous avez parlé également de tous les défis, certes, qui sont très nombreux, et également peut-être des opportunités de financement qui me semblent un peu, peut-être, certes, elles sont prometteuses, mais difficiles d'accès pour plusieurs raisons et pour lesquelles vous avez énoncé. Donc, je pense que vous avez aussi parlé de quelque chose qui a retenu mon attention, c'était par rapport aux équipements de taille que nous avons peut-être, que le Sénégal a eu et qu'on ne parvient pas à utiliser. Est-ce que cela pourrait peut-être encourager davantage les bailleurs ou bien même l'État du Sénégal à encore financer un équipement aussi précieux dont on n'utilise pas ou bien dont les destinataires ne parviennent pas à utiliser parce qu'il y a peut-être des guerres de positionnement et autres. Donc ça aussi, peut-être, s'il y a des solutions à trouver par rapport à ça, ce serait intéressant. Ça pourrait peut-être motiver et encourager les bailleurs à peut-être mieux investir dans la recherche et quand même financer la recherche. Précarité assumée, c'est une expression intéressante que j'aime bien, mais que certainement beaucoup d'entre nous ne feront pas. Parce que pour ma part, ça va être très, très compliqué parce que la recherche, elle est longue, elle est difficile. C'est un terrain un peu dur. Et je pense que peut-être si on n'a pas forcément le financement qu'il faut, je me demande comment on pourrait peut-être produire des résultats comme cela se doit. Et vous êtes revenu aussi sur le nombre très faible de chercheurs sénégalais, malgré qu'ils sont au-dessus des chercheurs de la sous-région, notamment Sahel, au niveau du Sahel, certes, mais aussi il faudrait peut-être voir les types de financement, comment encourager par exemple les doctorants, les jeunes chercheurs à pouvoir quand même accéder à des petits fonds qui pourraient peut-être les motiver à, dans l'avenir, décrocher d'autres grants beaucoup plus importants. Donc, je pense que je ne vais pas monopoliser trop la parole. Je vais essayer d'ouvrir le débat et peut-être donner l'opportunité à tous les participants de poser des questions s'ils ne l'ont pas fait dans le chat. Et oui, pour ceux qui ont... Il y a Cheikh Oumenou qui a levé la main. Donc, Cheikh, tu peux, s'il vous plaît, peut-être poser des questions. Voilà ce que j'avais comme question. Il y a des questions qui sont trucs. Et puis voilà, je donne la parole au public. Cheikh, notre secrétaire général, Cheikh Oumenou. Bonjour, rebonjour, professeur Jean.
Je me présente encore à nouveau, cher Tidiane Oumenou, secrétaire général de ce réseau, et que je tenais à vous féliciter et à vous remercier encore de cette belle présentation très, très riche, très, très enrichissante, et que on aimerait vraiment poser tellement de questions, mais le temps ne nous permettra pas en fait de le faire. Il y a sur la ligne pas mal d'étudiants et de chercheurs ici et de jeunes chercheurs qui ont peut-être des questions à vous poser. Pour ma part, j'avais une question concernant sur le financement, la précarité aussi, mais bon, je pense que la précarité sur l'eau, on en parlait déjà. J'ai beaucoup de questions que j'ai notées. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de toutes les poser. Pour un premier temps, je vous demanderai en fait, pour le Sénégal, en fait, quelles sont nos priorités en fait actuelles dans la recherche? Que peut-on apporter comme idée de recherche pour le Sénégal? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question que j'aurais à vous poser, c'est que j'ai entendu dire qu'on a très peu de chercheurs au Sénégal. Est-ce qu'on a très peu de chercheurs sénégalais ou très peu de chercheurs sénégalais au Sénégal? C'est cette nuance-là qui me perturbe un peu, que j'aimerais bien, en fait, si vous avez les informations à nous le divulguer, ça serait important. Et je tenais à vous remercier encore et à vous féliciter de cette très belle présentation, très, très, très riche. Merci beaucoup encore. Merci. Merci beaucoup, cher Oumenou, pour cette belle intervention. Je pense qu'on peut donner au professeur de répondre. Après, s'il y a des questions sur le chat, on peut les récupérer et peut-être les poser. Oui, merci beaucoup. Alors, plusieurs choses. Je suis assez d'accord pour que les doctorants puissent d'ailleurs accéder à des financements. C'est pourquoi j'ai évoqué ici la nécessité de structurer les écoles doctorales, parce que nos écoles doctorales n'ont pas nécessairement de financement. Et donc, à ce niveau-là, il y a une difficulté de faire une thèse convenablement dans certains domaines, dans certaines disciplines, et pour ne pas dire pour beaucoup d'écoles doctorales, que ce soit dans les sciences humaines et sociales. Mais ça suppose aussi une question de gouvernance. Le force dont je parlais tout à l'heure, c'est seulement des chercheurs qui peuvent prétendre à ces grants-là. Donc, il y a ici effectivement un effort à faire dans autant de la formation pour la recherche que le financement de nos jeunes collègues doctorants. Quand je parlais de la précarité assumée, j'ai vite ajouté en disant, ça ne veut pas dire que les chercheurs doivent être des pauvres. Loin de là. Les chercheurs doivent être des nantis. Ça, c'est ma conviction. Mais quand je parlais de précarité assumée, c'est finalement, comme dirait l'autre, de ne pas vendre son âme au diable. C'est-à-dire qu'on a, dans le milieu universitaire, des chasseurs de primes. C'est-à-dire des collègues qui sont très bons sur trouver des grants, engranger des grants, et effectivement, ils vont publier, ils vont avoir des ressources, mais qui parfois ne sont pas forcément orientés sur des questions de souveraineté. C'est en fait en cela où, pour moi, le fait d'assumer sa précarité, c'est dans sa capacité à se construire en disant, pour mon pays, pour le Sénégal, pour l'environnement, pour ceci, je fais le choix de travailler dans tel domaine et de me battre pour justement trouver des ressources dans ce domaine-là. Et on arrive à le trouver. C'est difficile, mais on le trouve. Parce que pourquoi je dis cela? Parce que évidemment, celui qui te finance, il te donne des orientations. Et pour la plupart d'entre nous, quand nous gagnons un grant, on voit très bien, il y a une dimension très orientée et qui parfois ne colle pas forcément aux enjeux de développement de nos territoires. Et ça m'amène à répondre où sont nos priorités de recherche. Aujourd'hui, il y a un plan de développement de la recherche qui donne un horizon. Et dans cet horizon, parmi les domaines prioritaires, il y en a plusieurs. Il y a l'agriculture. Mais comme je dis, l'agriculture dans sa grande définition, c'est-à-dire à la fois sur l'amélioration des semences, à la fois, mais vous voyez,
pour l'amélioration des semences, il y a un travail important que les biologistes, les généticiens doivent faire. Les spécialistes en biologie végétale doivent faire. Mais parallèlement à cela, il y a l'utilisation de ces semences. Si vous avez une belle semence, mais que les agriculteurs ne l'utilisent pas, votre recherche est quelque part non aboutie par rapport aux besoins de transformation. Ben, là, à ce niveau, il y a peut-être à faire intervenir des sociologues du monde rural, des anthropologues qui peuvent expliquer comment présenter les choses. Et vous voyez, à partir de ce moment-là, il y a un lien nécessaire à faire entre les sciences humaines et les sciences dites dures. Parmi ces priorités, il y a toute une réflexion autour des énergies, l'énergie renouvelable, biomasse, etc. Il y a une réflexion autour de, aujourd'hui bien entendu, puisque le Sénégal a commencé à produire du pétrole, il y a une réflexion autour du pétrole. Il y avait même l'idée de mettre en place toute une réflexion autour de l'Institut du pétrole, donc les recherches qui portent dans ce domaine-là. Il y a des recherches qui portent dans le domaine sanitaire, hein, autour du One Health. Aujourd'hui, c'est aussi des éléments présentés comme des éléments prioritaires. Vous voyez, il y en a un certain nombre de choses. L'autonomie alimentaire, autour de la transformation des produits de consommation, c'est aussi une priorité de recherche. Alors, la dernière question de Chertigan, c'est sur des chercheurs au Sénégal et des chercheurs sénégalais. Alors, il y a des chercheurs sénégalais et des chercheurs même non sénégalais, mais qui sont dans les instituts sénégalais. Comme vous le savez très certainement, quand il y a eu l'africanisation de l'université Cheikh Anta Diop, ça date de 1974, tout chercheur africain pouvait être recruté à l'université et dans les institutions de recherche au Sénégal. Cette disposition a sauté il y a quelques années et aujourd'hui, dans les universités sénégalaises, on peut recruter et rémunérer un non-sénégalais. Donc, la faiblesse des chercheurs, c'est d'abord des chercheurs dans les institutions sénégalaises. J'entends ici les universités publiques et privées, j'entends les instituts publics et privés de recherche, mais essentiellement les instituts publics de recherche. Parallèlement, nous avons un nombre important de chercheurs d'autres instituts qui peuvent par ailleurs être des Sénégalais ou des non-Sénégalais. Je pense ici à l'IRD, l'Institut de recherche et développement, je pense au CIRAD, je pense à l'Institut Pasteur, je pense à, c'est déjà pas mal, où nous avons des chercheurs, qu'ils soient des Sénégalais ou pas, mais qui appartiennent à des institutions de recherche étrangères. Et tout ceci mis bout à bout, nous avons un nombre de chercheurs encore très insuffisant par rapport à l'enjeu de développement et à l'ambition qui est celui du Sénégal. Mais ça reste encore un nombre important de chercheurs. J'ai parlé de 2000 enseignants-chercheurs à l'UCAD. Dans mon institut, on est une centaine de chercheurs. Si on regarde sur l'ensemble du territoire, on est à pas moins de 2500 chercheurs sénégalais recrutés dans les universités, compte tenu des instituts et des autres structures de recherche étrangères, mais basées au Sénégal. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Merci beaucoup, professeur. Je donne la main à Cherlo. Merci beaucoup. Il y a Mamadou Ndiaye qui a levé la main. Je pense qu'il peut. Mamadou, oui. Il a une question. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup, cher. Merci, professeur, pour la présentation. C'était intéressant, c'était également clair. Et nous vous remercions de nous avoir éclairé notre lanterne, donc en tout cas sur la situation actuelle de la au Sénégal. Bon, moi personnellement, je ne suis pas chercheur, donc moi j'ai fait une étude de spécialisation et puis je travaille en tant qu'ingénieur sur la pollution des sols et des nappes. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question par rapport à si ça existe, bien sûr, la politique, une politique de démarche commerciale, si je peux l'appeler ainsi,
des UFR ou bien des instituts de recherche chez les industriels, par exemple, au Sénégal. Est-ce que, comme M. Babacar Ngom, qui aujourd'hui travaille dans la production de maïs, en tout cas pour développer cet aspect d'alimentation de ces poussins, de ces humains, est-ce qu'aujourd'hui, dans les instituts de recherche, il y a une certaine démarche commerciale qui vise un peu à aller tendre la, enfin, pas tendre la main pour pas le dire ainsi, mais un peu à aller vulgariser leurs travaux de recherche qui visent un peu à améliorer la qualité de production de ces industriels-là. Est-ce que ça existe au Sénégal? Sinon, moi, puisque je ne suis pas dans le domaine, vous comprendrez que peut-être ce n'est pas une question assez pertinente par rapport à tout ce que vous avez développé, mais c'est juste pour savoir, est-ce qu'il existe ces démarches-là, puisqu'on a des problèmes de financement que vous avez relevés depuis le début, parce qu'aujourd'hui, l'État il finance très peu et les industriels également ne participent pas autant. Est-ce qu'eux, ils ont la possibilité de découvrir les offres qu'il y a sur le marché ou peut-être également dans les laboratoires qui leur permettent un tout petit peu de se dire pourquoi pas aller financer ces recherches-là afin de permettre d'améliorer leur qualité de production, mais également ou potentiellement des produits de substitution de ce qu'ils utilisent. C'est la question que je voulais poser et merci également pour cette belle présentation. Merci, professeur. Merci, Momodou, pour la question. Je laisse au professeur de répondre. Merci beaucoup. Et oui, l'enjeu que vous soulevez, c'est un enjeu très important et qui, malheureusement, n'est pas suffisamment fait. Je l'évoquais assez rapidement, c'est vrai, le lien entre université ou monde de la recherche et monde de la production scientifique, de la production industrielle ou les entreprises n'est pas aussi bien fait. Les chercheurs ne communiquent pas suffisamment bien avec ce monde-là. On est très bon pour parler entre nous, chercheurs, présenter nos recherches dans des colloques, des symposiums, etc. Mais très peu présentent leurs recherches aux entreprises. Et les entreprises ne viennent pas non plus à l'université de manière, j'ai envie de dire, immédiate et automatique. Et d'ailleurs, très souvent, quand le lien se fait, quand la jonction elle est faite, chacun est surpris. Autant l'industriel l'est parce qu'il se dit, mais finalement, j'ai la solution à côté et que je suis prêt à mettre des ressources dessus. Je discutais avec le secrétaire exécutif du mouvement des entrepreneurs du Sénégal. Il me disait, mais nous, on n'attend que ça. On attend que les chercheurs viennent nous présenter pour qu'on puisse aussi mettre nos ressources, même si on n'a pas beaucoup de ressources, mais on serait prêt à le faire. Et je lui disais, mais pourquoi vous n'allez pas aussi directement voir le monde universitaire? Et il me répondra, vous savez, vous les universitaires. Voyez, donc il y a une certaine méfiance et une ignorance en même temps. C'est-à-dire, les industriels nous pensent parfois un peu excentriques, j'ai envie de dire, et nous, on ne pense pas forcément que ce qu'on fait peut les intéresser directement. Donc, c'est là l'effort que nous avons à faire. Quand je dis nous, je parle du système. Cette démarche commerciale, elle doit exister. Il y a de plus en plus dans les universités des directions pour la promotion de la culture scientifique qui existent, mais qui ont très peu de moyens et qui parfois n'ont pas, j'ai envie de dire, le personnel qualifié pour. Parce que c'est un travail en soi qui se fait dans l'interface entre la recherche. Il faut connaître la recherche, mais il faut aussi connaître le monde des entreprises, savoir comment les interroger, comment les approcher. Et c'est un travail que nous devons faire pour justement non seulement améliorer les sources de financement, mais aussi et surtout, pour moi, c'est ce qui est plus important d'ailleurs, c'est pouvoir répondre aux besoins des entreprises et on aura une recherche qui sera non seulement plus orientée vers les besoins, mais nous aurons aussi une recherche sans doute plus performante parce qu'elle aura un peu plus de moyens. Et donc, les chercheurs dont on parlait, nos jeunes collègues, par exemple, pourraient, à partir de là, trouver peut-être un emploi plus serein et pouvoir continuer à construire leur carrière dans la recherche. C'est un effort à faire.
si vous me le permettez, professeur, je reviens un peu à la charge. Moi, de mon vécu personnel, parce que quand je faisais mon Master 2, on avait eu quand même la chance de visiter certaines centres de recherche ici en France, et notamment dans le cadre de ce que vous relevez là, le problème de financement. Moi, ce que j'ai identifié, en tout cas, c'est qu'il n'existe pas au Sénégal, ou en tout cas, on ne les connaît pas, un comité qu'on peut appeler police, qui peuvent aller vérifier certains industriels pour regarder est-ce qu'ils respectent les normes, ou en tout cas ce qu'on appelle les ISO. Hein. Généralement, on en parle, mais il n'y a pas suffisamment de surveillance. Et certains industriels aujourd'hui ont la liberté de ne pas se retourner vers les industriels parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les surveille, en gros. Après, c'est ce que j'ai identifié. Hein, parce que personnellement, je ne connais pas trop ce qui existe ou pas. Mais je pense qu'ici, en France, certains peuvent même le confirmer. Certains industriels, aujourd'hui, ils ont des inspecteurs de l'environnement ou de la DREAL qui leur collent un peu le derrière et qui leur poussent un tout petit peu à faire améliorer ou à modifier certains process qu'ils utilisent. Et eux, ils n'ont pas le choix que de tourner vers les étudiants-chercheurs qui leur développent une activité de recherche et qui leur permet un tout petit peu de remettre à niveau leur utilisation de certains produits. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, il existe ce genre de comité-là, en tout cas de l'État, même si on a tous des exemples d'entreprises qui mettent des logos de certification alors que derrière, forcément, ils ne respectent pas certaines normes internationales qui sont promulguées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à votre niveau, vous connaissez ce genre de surveillance-là, en tout cas de l'État ou d'une structure privée qui permet un petit peu de pousser les industriels à aller vers les étudiants-chercheurs ou vers les instituts de recherche? Enfin, Merci. pour y répondre, je peux? Oui, allez-y. Je voudrais juste dire que remercier Momodou et peut-être pour d'aller parce qu'on a que quelques minutes maintenant pour finir. Oui, Sinon, on va être... Voilà, merci beaucoup. C'était tellement passionnant que voilà, c'était la dernière. Je vous remercie. Merci, professeur. Pour y aller Merci. très rapidement, les comités de surveillance, comme ce qui peut exister en France, n'existent pas au Sénégal, très clairement. Et vous le savez aussi qu'en France, il y a des entreprises qui peuvent financer dans les bourses de formation, etc. Cela aussi n'existe pas au Sénégal. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, c'est un véritable travail à faire. Les entreprises, pour certaines choses, ont une obligation écrite, mais qui ne le respectent pas. Et tant qu'on n'a personne pour le contrôle, ben évidemment, il y a des limites réelles à ce niveau. Et je partage complètement ce point de vue avec vous. Et l'urgence même, j'ai envie de dire, de travailler à ce que des choses se mettent en place, d'où la question de la gouvernance, de la recherche et de la prise en compte de la réalité de nos entreprises. Voilà. Hello? Merci beaucoup, professeur, pour ces belles interventions. Il y a Isaac, oui, Isaac qui a levé la main. Oui, Isaac, allez-y. Oui, merci beaucoup, cher. Merci beaucoup, professeur Goudiaby, pour la présentation qui est très pertinente. Donc, pour aller très rapidement, moi, d'ailleurs, je pense que la première question a été abordée par Mamadou Ndiaye concernant le financement de la recherche par les organismes publics ou bien privés et même parapublics, parce que on sait tous que, en fait, dans les pays européens et autres et américains, la recherche est financée, oui, en partie par l'État, mais en grande partie par les structures publiques, les entreprises et autres. Donc, on voit qu'au Sénégal, l'État finance à hauteur de 1%, comme vous l'avez dit, du PIB, ce qui ne représente pas grand-chose vu le nombre de chercheurs. Et comme vous l'avez dit aussi, vous avez dit que le Sénégal ne compte que 2000 chercheurs. Donc, du coup, ma question est que même si l'État
en fait, il finance à hauteur de 1%. On sait très bien que dans beaucoup d'universités, on a tendance à appeler certains enseignants-chercheurs, mais on sait très bien que la plupart de ces enseignants qui se disent enseignants-chercheurs, la plupart, en tout cas beaucoup d'entre eux, ne font pas la recherche. Donc, je ne sais pas si, en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire de la recherche, ou bien ils n'ont pas de financement, ou bien même des fois, même il y en a certains qui font de la recherche et qui perçoivent des financements, mais ces financements-là, quand même, ça, il faut le dire, sont orientés à autre chose. J'en connais des enseignants-chercheurs qui sont à l'université. On leur octroie en fait des financements pour faire de la recherche, mais c'est orienté plutôt dans d'autres dépenses qui n'ont rien à voir avec la recherche et une grosse partie, en tout cas une grosse partie du financement est orientée dans autre chose qui n'a rien à voir avec la recherche. Je pense qu'aussi, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le statut d'enseignant-chercheur doit être revu pour reconnaître ou bien voir qui, en fait de la recherche et qui ne le fait pas. Parce que moi, je pense que la plupart, en tout cas beaucoup de ceux qui sont à l'université, ils font de l'enseignement, mais une grande partie ne fait pas de la recherche, en fait. Donc voilà. C'est ça que je voudrais que vous éclaircissiez un peu concernant, en fait, en tout cas, le statut de chercheur et enseignant-chercheur, parce que pour ce qui est des financements et autres par les entreprises publiques et privées, je pense que vous avez répondu en grande partie sur ça. En vous remerciant vraiment très chaleureusement de votre belle présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isaac. On donne la parole au professeur. Merci beaucoup, Isaac. Alors, plusieurs choses dans votre interrogation. Des enseignants-chercheurs qui ne sont que des enseignants, oui, il y en a, bien sûr. Tout comme il y a de très bons chercheurs aussi qui sont des bons enseignants aussi. Il est vrai qu'il y a des enseignants qui vont faire plus de l'enseignement, voire même beaucoup d'heures complémentaires. Vous savez, et c'est ça qui aussi parfois pose souci quand il faut recruter des collègues. Parce qu'il y a plein de collègues qui... c'est les volumes horaires d'enseignement parfois qu'on regarde pour savoir s'il faut recruter un nouveau collègue ou pas. Donc, vous voyez, après, il y a je peux même aller pousser la caricature plus loin. Quand vous parlez des financements qui sont orientés ailleurs, on a des collègues qui prenaient des voyages d'études pour aller faire du shopping à Paris. Voilà. Est-ce que c'est la... Tout à fait. Voilà, je le sais pour l'avoir étudié, ces genres de questionnements, etc. Évidemment, pour quelqu'un qui connaît ce que sont les voyages d'études, ce n'est pas prévu pour ça. Mais il faut savoir que quand un enseignant-chercheur veut progresser, il faut impérativement publier. Alors, publier, est-ce que ça veut dire faire de la recherche? Oui et non. Parce qu'on peut publier, ça dépend dans quelle revue on publie. Mais si on veut avoir de belles publications, ça veut dire que derrière, il y a de la belle recherche. Mais certains, une fois qu'ils arrivent à un certain niveau, ils ne publient plus. On a de ces collègues, une fois devenus professeurs, ils ne publient plus. Ils ne font plus de recherche parce qu'ils ont le grade, ils ont les ressources qui vont avec, les indemnités qui vont avec, ils ne font plus la recherche. C'est pareil pour nos collègues, certains agrégés, une fois qu'ils deviennent agrégés, mais le taux de publication chute carrément. Donc voilà, c'est une réalité. C'est pourquoi je parlais ici d'un engagement à la recherche. Si vous arrivez à l'université par infraction, parce que vous cherchiez un travail et vous avez trouvé un travail à l'université, vous ne serez pas cet enseignant-chercheur tel que les statuts le prévoient. Les statuts d'enseignant-chercheur prévoient carrément qu'il y a deux objectifs ou deux domaines d'activité, c'est l'enseignement et la recherche. Quand les statuts sont assez clairs, la difficulté, et ce qui n'est pas encore fait, c'est que le volume statutaire d'enseignement, on le sait, on fait tant d'heures par an, mais le volume statutaire de recherche et les conditions pour la recherche ne sont pas encore clarifiés. C'est pourquoi je disais tantôt que le statut de chercheur est très peu valorisé et très peu connu par rapport au statut d'enseignant universitaire, si vous voulez.
Donc là, il y a un effort politique à faire, mais il y a aussi un effort surtout de nous autres chercheurs, évidemment dans la responsabilité de chacun, dans ce qui est sa responsabilité, j'ai envie de dire. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais il est vrai, ce que vous avez évoqué, on peut le voir, mais à côté, on a aussi des collègues qui font de la très, très, très bonne recherche. Je donne un exemple parce que c'est récent. Un de mes collègues, professeur Djouma Kobor, a été primé médaille d'or au dernier, je ne sais pas si c'est un championnat ou une olympiade de l'innovation à Genève, je crois que c'était la semaine dernière. Et à côté de lui, il y a 9 autres Sénégalais qui ont été primés, médaille d'or, médaille d'argent, de l'innovation. Le professeur Djouma Kobor, il travaille sur les énergies renouvelables et il est titulaire de plusieurs brevets, notamment sur les panneaux solaires. C'est un excellent chercheur. Il y en a aussi d'excellents chercheurs de la trempe de celui-là et dans tous les domaines. C'est ça aussi qui fait la force du Sénégal. Mais évidemment, comme vous le savez et vous l'évoquez, il y a des gens qui arrivent à l'université par effraction. Il faut faire avec, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour ces belles clarifications. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, sinon... Hello? S'il n'y a pas d'autres personnes, peut-être on peut conclure. Professeur Ndiaye veut parler, s'il vous plaît. Ah oui. C'est qui? Professeur Ndiaye, depuis le Sénégal, depuis Dakar. Ah, bienvenue, professeur Ndiaye. Merci beaucoup, vous avez la parole. On n'avait pas vu votre main. Merci beaucoup encore une fois. Je suis venu, je suis tombé dedans directement et je félicite le conférencier. Il a vraiment touché du doigt. Moi, je viens de reprendre ma retraite, mais je suis encore à côté, que vous m'avez invité également. C'est à votre honneur. Merci beaucoup. En tout cas, je l'ai bien suivi. Professeur Madi Ndiaye de l'Université Cheikh Anta Diop. Oui, de l'Université Cheikh Anta Diop, professeur Madi Ndiaye. Merci, donc, professeur, c'est un honneur. Oui, c'est moi-même qui suis très content de féliciter M. Alain parce que, professeur, vous avez touché du doigt un problème. Vous avez abordé le manque de chercheurs. Vous le savez très bien, aujourd'hui, les chercheurs enseignants qui sont en dehors du système comptent aussi. Aujourd'hui, ils font beaucoup d'enseignements, c'est des jeunes, c'est des doctorants, il y en a même qui ont le titre de docteur carrément, ils représentent 70%. Ils ne sont pas recrutés. C'est un fait. Il y a un autre fait également, vous l'avez touché du doigt, et c'est très important. J'insiste, moi, en tout cas, c'est l'émiettement. L'émiettement, si à chaque régime, il y a son réseau, vous voyez ce qui empêche le grand calculateur de fonctionner. C'est de la politique politicienne. Heureusement, tel que je vous ai entendu parler, vous êtes un professionnel. Au-delà du chercheur que vous êtes, vous avez touché du doigt l'ensemble des problèmes. Et je crois que si chacun prend à cœur le problème de son pays, du Sénégal et de l'Afrique, il y a possibilité de faire quelque chose. Vous avez touché encore un autre problème extrêmement important, c'est la gouvernance. Si parmi les priorités, il n'y a pas de surpriorités, avec des cahiers de charges clairs, nous ne pourrons pas partir très vite et ça aussi, il le faut. Donc, cerner les priorités ou bien les surpriorités, mettre des cahiers de charges dessus et faire appel à candidature, bien appel à trucs, et que les gens viennent, ceux qui sont compétents. Commencez par cela. Le financement de la recherche tombe globalement sur le financement de l'enseignement supérieur. Vous savez, l'accès, la qualité et le financement, c'est le triptyque qu'il faut résoudre chez nous. De façon endogène, je suis d'accord. En 90, je proposais à notre doyen de faire en sorte que l'on puisse absolument avoir nos champs, nos troupeaux, etc. Autrement dit, la recherche, elle est d'abord locale. Il faut identifier les problèmes. Un seul exemple. Regardez la semoire du Sénégal. Celle qui permet d'enterrer les graines. Mais c'est plus de 100 ans. Elle est là. Elle n'a pas bougé. Alors qu'il y a d'autres, et j'en passe. En tout cas,
Moi, je ne vous vois pas comme des politiciens, je vous vois comme de vrais chercheurs. Et je pense que si tout le monde vient autour de vous, rejoindre les autres, on peut faire quelque chose, même les retraités également. En tout cas, je ne peux pas monopoliser la parole. Je vous félicite. Je suis très content de ce panel et vivement que ça continue et que ça ne s'arrête pas tout simplement ici et que l'on puisse véritablement régler les problèmes majeurs du Sénégal et de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Madi Ndiaye. C'est un grand plaisir. Je pense que dans ce panel, il y a pas mal de vos étudiants qui sont là, qui sont dans la diaspora, pour ceux qui ont fait la faculté des sciences et techniques, dont moi-même j'en fais partie. Donc, merci beaucoup de nous avoir honorés de participer pour ce panel-là. Donc, je pense que je vais donner la parole au professeur Alain, Jean Alain, par rapport aussi à un commentaire par rapport à ce que... Non, c'est un membre du Sérail qui parle, professeur Ndiaye, et merci beaucoup. Et on connaît toute la contribution que vous avez fait autour de toutes les questions biologie animale, etc., à la faculté de sciences et techniques à l'UQAD. C'est un grand plaisir de vous entendre redire ces choses que je partage et que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ça qu'il nous faut. Et au-delà d'être d'accord, je reste quand même optimiste. Quand je vois des jeunes collègues, etc., et quand je vois aussi des aînés qui, malgré le fait qu'ils sont à la retraite, mais ils ne sont pas en retrait, c'est vraiment très bien. Et merci à vous et félicitations de continuer à nous accompagner dans ce chemin de la recherche et surtout pour un Sénégal meilleur. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup également, professeur Alain, pour cette belle présentation. Donc, je pense que nous sommes vraiment ravis et nous n'avons pas du tout regretté de vous avoir aujourd'hui invité à notre plateforme pour que vous puissiez partager avec nous les connaissances. Donc, je pense que nous sommes au terme de notre rencontre. Je vais peut-être devoir rendre la parole à notre secrétaire général qui va peut-être clore avec le président. Donc, professeur Jean-Alain, nous sommes très ravis et vraiment, ça a fait, je l'ai appelé dès le début parce que on ne s'est pas encore vu, c'était juste par message et donc on a sélectionné votre nom comme ça, de par votre expertise et de nombreux travaux que vous avez menés sur le sujet. C'est pourquoi donc votre nom a sauté quand on faisait des recherches. Donc, et là, on ne le regrette pas parce que nous avons énormément appris et que les échanges étaient fructueux et vraiment le débat a été très intéressant. Merci beaucoup encore une fois de votre disponibilité et merci à tous qui étaient présents ici. Et oui, notamment le professeur Madi Ndiaye et les autres parce que il était mon professeur. Merci. Je donne la parole à Cheikh. Rebonsoir à tout le monde. Merci encore une fois de plus à professeur Jean Goudiaby et à professeur Madi Ndiaye qui vient de nous faire part de sa participation sur cette belle présentation que professeur Jean Goudiaby a fait. En tout cas, de notre part, on a été vraiment satisfait. On n'attendait pas moins que ça en fait. Franchement, c'est une très très belle présentation. On est content, ça a ouvert en fait toutes les portes qui nous ont permis de savoir en fait la sociologie en fait, quelle est sa place dans la science et dans la société sénégalaise. Moi, j'avais beaucoup de questions. Je pense que je voulais poser individuellement après cette réunion. Parce que oui, vous avez soulevé pas mal de thèmes qu'on pouvait en fait s'accentuer sur des heures. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Du coup, je préfère les passer d'une manière individuelle, si possible, si vous nous le permettez. Encore, si on peut avoir, par le biais de Cherlo, là, si on peut avoir professeur Djoumaba,
qui pourra nous aider à nous améliorer en fait dans notre parcours de recherche et de produits scientifiques. Nous aimerions bien en fait l'inviter aussi. Si Cherlo pourra démarcher sur ça aussi, avec l'aide de professeur Jean Goudjabi, s'il vous plaît. Je tenais à remercier tout le monde, tous les élèves, tous les étudiants, tous ceux qui sont connectés là, tous les Sénégalais. Et je tenais aussi à remercier encore une fois de plus professeur Madi qui nous a eu tous, pour certains qui sont passés à Cheikh Anta Diop. Voilà. Merci beaucoup. Et je donne la parole au président, je ne sais pas s'il est là, le coordinateur. Oui, je suis là. Oui, encore mes remerciements. Je me joins à vous. Merci beaucoup, cher. Je me joins à vous pour exprimer des remerciements au professeur pour son intervention et sa disponibilité, et aussi d'avoir été agréablement surpris par l'intervention de notre professeur Madi Gaye, qui a eu à nous enseigner la biologie à l'UQAT. Donc, c'était vraiment une belle surprise. Et pour ceux qui ont aussi participé via leurs questions qui ont été posées, nous vous remercions de votre temps, de votre disponibilité, et nous vous encourageons à plus d'engagement, à faire avancer ce réseau pour qu'on puisse ensemble apporter notre contribution à la recherche scientifique au Sénégal. Donc, merci beaucoup à tous et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre présentation. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.